Parfois, les âmes les plus blessées se rencontrent au moment où elles en ont le plus besoin. C'était un matin ensoleillé d'été en 1874, dans les montagnes du Colorado, quand un homme solitaire nommé Eli Thorne trouva une petite fille perdue au cœur de la forêt. Elle n'avait ni famille, ni souvenir, ni nom. Il décida de l'accueillir, en pensant la conduire en ville une fois l'hiver venu. Mais au fil des mois, un lien inattendu se tissa entre eux. Elle apprit à fendre le bois et à poser des pièges, tandis qu'il redécouvrait le sourire. Ensemble, ils formèrent une famille au milieu de la nature sauvage. Puis, des étrangers arrivèrent, armés et posant des questions dangereuses. Ellie comprit que le passé de la fillette cachait des secrets mortels. Une vérité sombre, pour laquelle certains étaient prêts à tuer. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si elle vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les pins, quand Eli Thorne, 43 ans, sortit sur le porche rustique de sa cabane, une tasse de café fumant entre ses mains calleuses. Il menait une vie d'une économie rigoureuse, forgée par des années de solitude et de souvenirs qui l'avaient poussé à chercher refuge dans les montagnes plutôt que parmi les hommes. Sa barbe, plus salée que poivrée, encadrait un visage marqué par le temps. Sa cabane se nichait dans une clairière au flanc et de Bear Mountain. Et là, il l'avait construite de ses mains, assemblant chaque tronc avec la précision acquise durant la guerre. Les murs épais protégeaient du froid impitoyable du Colorado, et le toit incliné évacuait la neige abondante. De là, il pouvait surveiller quiconque approchait du vallon en contrebas, bien avant d'être vu. Ce matin-là, l'air portait une étrange quiétude, annonçant peut-être un changement de temps ou de fortune. Eli avait appris à faire confiance à ses pressentiments lors de son service dans la 5e infanterie du Colorado. Comme le colonel Morrison le disait, les soldats qui ignoraient leurs instincts finissaient dans des tombes anonymes. Après la guerre, il s'était retiré dans ce lieu isolé, se demandant ce qu'un homme pouvait faire de compétences aiguisées pour tuer. Ses papiers de démobilisation, rangés dans une vieille boîte à tabac sous une latte du plancher, racontaient une histoire officielle. Service honorable, blessure et une décoration pour bravoure à Glorieta Pass. Mais il ne disait rien des cauchemars qui le réveillaient encore, ni des tremblements de ses mains quand le vent murmurait comme des coups de mousquet. La ville la plus proche, Copper Falls, se trouvait à 24 kilomètres plus bas, reliée par un chemin qu'on pouvait à peine qualifier de tel. Et là, il s'y rendait une fois par mois pour des provisions, mais sinon, il vivait comme si le monde extérieur n'existait plus. Depuis 1865, il chassait dimes et élans pour se nourrir, piégeait de petits animaux pour leur peau et cultivait un jardin qui lui permettait de survivre aux hivers rigoureux. C'était une existence simple et tranquille, où seul lui pouvait pâtir de sa présence. Le son arriva d'abord, un cri faible qui pouvait ressembler à celui d'un faucon ou d'un jeune coyote, mais il provenait d'une direction inattendue et portait une note qui fit dresser les poils sur la nuque d'Eli. Il posa sa tasse et s'avança jusqu'au bord du porche, une main glissant instinctivement vers son revolver Colt. Le cri retentit de nouveau, plus près cette fois, et incontestablement humain. Eli descendit les marches et traversa la clairière, suivant un sentier de chasse sinueux entre les pins imposants. Le sol de la forêt, moelleux de décennies d'aiguilles tombées, étouffait ses pas. Il la trouva dans une petite prairie, à 400 mètres de sa cabane, assise près d'un tronc d'abattu, le dos tourné. Elle n'avait pas plus de 6 ans, vêtue d'une robe bleue autrefois élégante, maintenant déchirée et tachée de terre et de ce qui semblait être du sang séché. Ses cheveux sombres étaient emmêlés sur ses épaules, et elle serrait un petit cheval en bois contre sa poitrine. Eli s'approcha avec lenteur,
comme il l'aurait fait avec un animal blessé, les mains visibles et les mouvements mesurés. « Bonjour, petite, » dit-il doucement. Elle se retourna à sa voix, et quelque chose serra la poitrine d'Élie. Son visage était maculé de saleté et de larmes, mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent. Un regard vide et vigilant, qu'aucun enfant ne devrait porter. « Es-tu blessé ?»« Et ici ?» demanda-t-il en s'accroupant à son niveau, tout en gardant une distance. Elle secoua la tête sans parler. L'objet en bois était un cheval sculpté, une de ses pattes ébréchées, la peinture usée par des doigts d'enfant. « Où sont tes parents ?» Une autre secousse de tête. « Quel est ton nom, ma chérie ?» Elle le fixa alors droit dans les yeux et murmura. « Je ne m'en souviens pas. » Élie, ancien soldat, reconnut aussitôt les signes d'un traumatisme. Ce qui avait amené cet enfant jusqu'à lui avait effacé des pans de sa mémoire, la protégeant de l'innommable. « C'est bien, » dit-il en s'asseyant sur le tronc à côté d'elle, en laissant de l'espace. Parfois, se rappeler n'est pas ce qui compte le plus. Se sentir en sécurité, voilà l'essentiel. Elle l'étudia, pesant ses mots, puis hocha la tête. « As-tu faim ?» demanda-t-il. Elle acquiesça avec empressement. « J'ai du bacon, des œufs et du pain frais que j'ai cuit hier. En veux-tu ? Et toi ?» Elle sourit faiblement et prit la main qu'il tendait. « Je m'appelle Élie. J'habite là-haut sur la colline. Viens avec moi. On te nourrira et on te nettoiera. » Le retour à la cabane se fit en silence, ponctué seulement par leurs pas et le cri lointain d'un faucon. Élie ajusta son allure à la sienne et la soutint quand elle trébucha. À leur arrivée, quelque chose avait déjà bouleversé l'équilibre de sa solitude. À l'intérieur, Élie s'affaira dans sa petite cuisine, tandis qu'elle s'asseyait à la table rustique, observant tout avec vigilance. L'endroit était spartiate mais propre, dominé par une cheminée de pierre et des étagères de livres pratiques, plus un volume usé des œuvres de Shakespeare. « Comment veux-tu tes œufs » demanda-t-il en allumant le feu sous sa poêle en fonte. « Je ne sais pas, » répondit-elle, d'une voix qui suggérait qu'elle l'avait oublié, comme son nom. Alors, brouillé, comme les faisait ma mère. Tandis qu'il cuisinait, il jetait des regards vers elle, assise bien droite, le cheval en bois sur la table. Il y avait une grâce formelle en elle, survivante au chaos. Elle mangea avec appétit mais élégance, et quand il lui en offrit plus, elle accepta avec espoir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant le jouet. Elle le tourna dans ses mains. « Je pense que quelqu'un l'a fait pour moi. Je me souviens de mains sculptant le bois, mais pas du visage. » « C'est un bel ouvrage, » dit-il sincèrement. « Celui qui l'a créé t'aimait beaucoup. » Larmes qu'elle chassa rapidement. Après le repas, Élie chauffa de l'eau pour un bain. Il lui trouva des vêtements dans un coffre, une chemise de son frère défunt et des pantalons qu'il serra avec une corde. Quand elle émergea, propre et vêtue, elle semblait plus jeune et fragile, mais aussi plus réelle. « Maintenant, il faut décider quoi faire de toi, » dit-il, et il vit son visage se figer. « Je veux dire, comment t'aider, peut-être te ramener à Copper Falls pour retrouver ta famille. »« S'il vous plaît, non, » supplia-t-elle avec émotion. « Je ne veux pas partir. Puis-je rester ici ?» Et là, il sentit les murs autour de son cœur se fissurer. « D'accord, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Le reste de la journée passa calmement. Il lui montra la cabane, le cellier, le tas de bois et le petit hangar. Elle posait des questions intelligentes, et le soir venu, il arrangea un lit près de la cheminée. « Prends la chambre, » dit-il. « Je dormirai ici. »« Pourrions-nous partager ?» demanda-t-elle simplement. « Je ne prends pas beaucoup de place. » Il secoua la tête. «
Ce ne serait pas convenable, ma chérie. Elle s'installa dans le lit, serrant son cheval. Ellie, merci. De rien. Eh oui, je serai là demain, je te le promets. Bientôt, sa respiration devint régulière, et Ellie, allongée sur le sol, se demanda si certaines complications valaient la peine d'être vécues. Ellie s'allongea sur sa couchette improvisée, le regard fixé sur les braises mourantes dans l'âtre, se demandant à quoi diable il avait bien pu penser. Il avait passé 3 ans à éviter précisément ce genre de complications, et voilà qu'il l'avait invité à entrer chez lui. Mais en entendant les sons doux de la respiration de l'enfant endormi, la première fois en des années que sa cabane abritait un autre souffle que le sien, il réalisa qu'il n'avait aucun regret. Du moins, pas encore. Dehors, la montagne entrait dans son rythme nocturne. Une chouette ulula quelque part dans les hauts pins, et le vent murmura à travers les arbres avec un son qui ressemblait à des voix lointaines. Ellie avait toujours trouvé ces bruits réconfortants, mais cette nuit-là, ils semblaient porteurs d'un avertissement. Un changement se préparait sur Bear Mountain, qu'il soit prêt ou non, et demain, il devrait commencer à trouver un moyen de protéger non seulement lui-même, mais aussi la petite fille sans nom qui avait surgi de l'immensité sauvage pour entrer dans sa vie si soigneusement organisée. La dernière chose dont il se souvint, avant de sombrer dans le sommeil, fut le son de sa voix, l'appelant par son nom. La première fois en 3 ans que quelqu'un le prononçait à voix haute dans sa propre maison. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de la fillette, et le voyage mensuel d'Eli à Copper Falls pour se ravitailler ne pouvait plus être reporté. Ses barils de farine étaient presque vides, et l'hiver était encore à des mois de là. La petite, qui avait commencé à répondre au nom de Petite quand il l'appelait ainsi, s'était adaptée à sa routine avec une facilité surprenante. Mais elle n'avait jamais quitté la montagne. « Je veux que tu restes près de la cabane pendant mon absence, » dit-il, en attelant sa mule à la petite charrette qu'il utilisait pour ses voyages. « Ne t'éloigne pas de la clairière, et si quelqu'un arrive, n'importe qui, tu te caches dans la cave jusqu'à mon retour. » Elle hocha la tête solennellement, serrant son cheval de bois. Depuis son arrivée, il ne l'avait jamais quitté, et Ellie avait remarqué comment son pouce creusait de légers sillons dans la surface peinte du jouet, dans les moments d'inquiétude. « Je serai de retour avant la nuit, » promit-il. « Il y a du pain et de la confiture sur l'étagère, et de l'eau fraîche dans le seau. » Ah! Le trajet jusqu'à Copper Falls lui prit la majeure partie de la matinée, serpentant à travers une forêt dense et traversant 2 lits de ruisseaux qui seraient traîtres en hiver. Elle y avait fait ce voyage des dizaines de fois, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Chaque kilomètre qui s'étirait entre lui et la cabane semblait un poids de plus sur ses épaules. Copper Falls n'était pas vraiment une ville. Un magasin général, un saloon, un forgeron, et peut-être 20 maisons dispersées le long des rives de Willow Creek. Mais c'était la civilisation, et après 3 semaines de tranquillité domestique, le bruit et l'agitation lui semblaient presque insupportables. Eli attacha sa mule devant le magasin général de Morrison et monta sur le trottoir en bois. Le propriétaire, James Morrison, sans aucun lien avec son ancien colonel, le salua avec la même courtoisie réservée qu'il lui témoignait depuis 3 ans. Eli n'était pas hostile, mais il n'était pas particulièrement sociable non plus, et les habitants de la ville avaient appris à respecter sa préférence pour les interactions brèves et professionnelles. « Bonjour, Ellie. » Comme d'habitude. « C'est ça. Farine, café, sucre, sel, et peut-être quelques bonbons si vous en avez. » Morrison haussa un sourcil à cette dernière demande. Eli n'avait jamais acheté de bonbons auparavant, mais il ne dit rien et commença à rassembler les articles. Pendant que le commerçant s'affairait, Eli surprit une conversation à voix basse au fond du magasin entre 2 femmes qu'il connaissait de vue.
C'est terrible, tout simplement terrible. Ils disent que c'était une famille entière. Le shérif Hartwell pense que c'est cette bande de hors-la-loi du Sud, les frères Maddox. Mais pourquoi tuer les enfants aussi? C'est insensé, même pour des bandits. Pourtant, Eli essaya de ne pas écouter, mais les voix des femmes résonnaient dans le petit espace. Mary Chan de la pension a dit qu'un marshal fédéral est passé la semaine dernière, posant des questions sur d'éventuels survivants. Des survivants? J'ai entendu dire qu'ils avaient tous été tués. C'est ce que je pensais aussi. Mais apparemment, il y aurait eu une petite fille qui se serait échappée. Le marshal montrait une photographie. Le sang d'Eli se glaça. Il se força à continuer d'examiner un étalage d'outils, mais tous ses sens étaient désormais concentrés sur la conversation derrière lui. Pauvre enfant. Si elle est encore en vie, ça fait des semaines maintenant. Et vous savez comment est ce pays, les bêtes sauvages, les éléments. Tais-toi, ne dis pas des choses pareilles. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée, peut-être qu'elle est en sécurité quelque part. Morrison finit de rassembler les provisions d'Eli et commença à calculer le total. « Vous avez entendu parler de cette affaire à Leadville ?» demanda-t-il pour faire la conversation. La bouche d'Eli était sèche. Quelle affaire? Le juge fédéral et sa famille, assassinés dans leur lit, à ce que j'ai entendu. Le juge Carlyle, c'était lui qui essayait de dénoncer toute la corruption au sein du gouvernement territorial. Il s'était fait beaucoup d'ennemis. C'est une bien triste affaire, parvint à dire Eli. Le shérif Hartwell a affiché des avis de recherche à ce sujet. Je pense que certains de ces bandits pourraient se diriger par ici. Morrison baissa la voix. Entre nous, je garderai un œil sur votre montagne. Des hommes comme ça pourraient penser qu'une cabane isolée est une cible facile. Eli paya ses provisions avec des mains qu'il espérait plus stables qu'elles ne l'étaient en réalité. Tandis que Morrison chargeait les sacs dans sa charrette, Eli aperçut l'avis de recherche, épinglé sur le tableau d'affichage du magasin. Le titre proclamait « Récompense, 500 $, meurtre de la famille du juge Carril ». Et en dessous, en plus petits caractères, « Suspects, le gang Maddox, armé et extrêmement dangereux ». Mais ce fut la note en bas de l'affiche qui lui fit manquer un battement. Disparu, Caroline Carlyle, 6 ans, cheveux bruns, yeux bruns, dernièrement vue portant une robe bleue, supposée être l'unique survivante. Pour toute information, contactez le bureau du U.S. Marshal. La description correspondait parfaitement. La robe bleue, maintenant propre, suspendue dans sa cabane. Les yeux bruns qui en savaient trop. L'âge qui correspondait exactement. « Quelque chose ne va pas, Eli ?» demanda Morrison. Eli réalisa qu'il fixait l'affiche. « Non, c'est juste une terrible histoire, comme vous l'avez dit. » Il finit de charger sa charrette et s'apprêtait à partir, mais le shérif Hartwell choisit ce moment précis pour sortir du saloon de l'autre côté de la rue. Le représentant de la loi était un homme imposant, qui tenait son poste plus par ses relations politiques que par sa compétence, mais il avait des yeux perçants qui ne laissaient pas grand-chose passer. « Eli Thorne » appela le shérif. « On ne vous voit pas souvent en ville, en dehors de vos voyages de ravitaillement. »« C'est mon voyage de ravitaillement, » répondit calmement Eli. Hartwell traversa la rue, ses bottes martelant les planches de bois. « Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel sur votre montagne ces derniers temps? Des étrangers de passage ?»« Pas d'étrangers, » dit Eli, ce qui était techniquement vrai. « Eh bien, gardez l'œil ouvert. Nous avons des assassins dans la nature, et la rumeur dit qu'ils pourraient venir par ici. » Le shérif étudia le visage d'Eli.
Avez-vous entendu parler d'une fillette disparue? Tous les instincts d'Ellie lui criaient de garder un visage impassible. Morrison a mentionné quelque chose à propos de la famille du juge Carlyle. Une terrible affaire. La fillette, Caroline, la fille du juge, n'a toujours pas été retrouvée. Les yeux de Hartwell se plissèrent légèrement. Bien sûr, si quelqu'un la cachait, pensant bien faire, il ne se rendrait peut-être pas compte qu'il pourrait interférer avec une enquête fédérale. J'imagine que quiconque trouverait un enfant perdu voudrait faire ce qui est juste pour lui, dit prudemment Ellie. Bien sûr, et ce qui est juste, c'est de l'amener aux autorités. Laisser la loi s'occuper des choses. Le shérif se rapprocha. Ce qui est drôle, c'est qu'on a eu quelques hommes ici hier. Ils se disaient chasseurs de primes, à la recherche du gang Maddox, mais ils semblaient aussi très intéressés par cette fillette. La main d'Ellie se dirigea instinctivement vers son arme, mais il se retint. Des chasseurs de primes? 3 d'entre eux. Des hommes à l'allure sévère. Ils ont posé beaucoup de questions sur toute nouvelle personne dans la région. Quiconque pourrait cacher quelque chose. Le sourire de Hartwell n'atteignit pas ses yeux. Je leur ai dit que personne dans ces montagnes ne cache de secrets à la loi. C'est bien vrai, dit Ellie, en chargeant ses dernières provisions. Ces chasseurs de primes disent qu'ils vont travailler dans le secteur pendant un certain temps, inspectant chaque cabane, chaque ferme, pour s'assurer que personne n'abrite de fugitifs. Le shérif inclina son chapeau. Bonne journée, Ellie. Et souvenez-vous, si vous voyez quelque chose d'inhabituel, prévenez-moi immédiatement. Ellie hocha la tête et monta sur sa charrette, mais son esprit tournait à plein régime. Quelque chose dans l'attitude du shérif ne lui plaisait pas. La façon dont il avait insisté sur chasseur de primes avec une pointe de scepticisme. Les questions directes sur le fait d'abriter quelqu'un. Et pourquoi des chasseurs de primes se soucieraient-ils d'une fille disparue alors que leur cible devrait être les bandits qui avaient tué sa famille? Le retour à travers la montagne sembla interminable. Chaque ombre entre les arbres pouvait cacher des yeux qui observaient. Chaque bruissement du vent dans les pins pouvait masquer le bruit de sabots qui approchaient. Quand Eli atteignit sa clairière, le soleil était bas sur l'horizon et ses nerfs étaient à vif. « Petite !» cria-t-il en s'arrêtant devant la cabane. Elle apparut sur le seuil, tenant toujours son cheval de bois, et Ellie ressentit un soulagement si profond qu'il faillit le faire tomber de sa charrette. « Tu es de retour ?» dit-elle, et il entendit l'inquiétude qu'elle essayait de dissimuler. « Je t'avais promis que je reviendrais. » Il commença à décharger les provisions, mais ses mouvements étaient rapides et efficaces, loin de sa lenteur habituelle. « Il faut qu'on parle. » À l'intérieur de la cabane, la porte verrouillée et les volets fermés, Ellie s'assit en face de la fillette à leur petite table. À la lumière de la lampe, sa ressemblance avec la description sur l'avis de recherche était indéniable. « Petite, » dit-il doucement, « je crois que ton nom pourrait être Caroline. » Elle devint très silencieuse, le cheval de bois figé entre ses mains. « Caroline Carlyle, » continua-t-il, « ton père était un juge. » Le cheval lui glissa des doigts et tomba sur la table avec un bruit sourd. Elle le regarda comme s'il l'avait trahi, et quand elle leva les yeux, il brillait de larmes non versées. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Je me souviens du sang. » Ellie tendit la main par-dessus la table et prit ses petites mains dans les siennes, si grandes en comparaison. « Tout va bien. Tu es en sécurité ici. » Ils ont tué maman, et papa, et Thomas, mon petit frère. Les mots sortirent d'un seul coup, comme si un barrage venait de céder. Je me suis caché sous l'escalier, et ils ne m'ont pas vu.
mais je les ai entendus parler. Ils disaient qu'ils devaient trouver quelque chose, que papa l'avait caché. Ils ont dit... Sa voix se brisa. Qu'ont-ils dit, Caroline? Ils ont dit qu'ils reviendraient pour moi, que je ne devais dire à personne ce que j'avais vu. Il sentit un froid lui glacer les os. Et ces hommes, ceux qui ont fait du mal à ta famille, à quoi ressemblaient-ils? Elle ferma les yeux, se concentrant. L'un d'eux avait une étoile sur sa chemise, comme le shérif en ville, et les autres l'appelaient Marshall. Ostam et ça, comme ça. Ce n'était pas le gang Maddox, c'était des agents fédéraux, des hommes de loi corrompus qui avaient tué un juge qui tentait de dénoncer leurs crimes et qui revenaient maintenant pour faire taire le seul témoin. Ce ne sont pas des chasseurs de primes, dit Ellie, plus pour lui-même que pour elle. Quoi? Rien, ma chérie. Mais nous devons être très prudents maintenant. Des hommes sont venus en ville aujourd'hui. Ils posaient des questions. Ils pourraient venir chercher ici. Le visage de Caroline devint blême. Tu vas me renvoyer? La question le frappa comme un coup de poing. Il regarda cette petite fille courageuse qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé le chemin de sa montagne, qui mangeait sa nourriture, portait les vieux vêtements de son frère et l'appelait dans l'obscurité quand les cauchemars la réveillaient. Non, dit-il, et il le pensait de tout son être. Je ne te renverrai pas. Maintenant, nous sommes une famille, toi et moi. Et une famille, ça se protège. Le soulagement dans ses yeux était si intense que cela lui brisa presque le cœur. Mais nous devons être malins, continua-t-il. Si quelqu'un vient ici, n'importe qui, tu te caches dans la cave et tu ne sors pas avant que je vienne te chercher. Compris? Elle hocha la tête solennellement. Bonne fille. Il se leva et alla à la fenêtre, scrutant la forêt qui s'assombrissait. Quelque part là-dehors, des hommes dangereux posaient des questions et se rapprochaient de la vérité. La vie paisible qu'il s'était construite sur cette montagne était sur le point de prendre fin, mais en regardant Caroline, sa fille à tous égards, Ellie sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la fin de la guerre. Un but qui allait au-delà de la simple survie. Il pourrait fuir, disparaître plus profondément dans les montagnes où personne ne penserait à chercher. Mais fuir signifiait vivre dans une peur constante, toujours à regarder par-dessus son épaule. Et Caroline méritait mieux que ça. Non, la fuite n'était pas la réponse. Eli avait été un soldat, et les soldats ne fuient pas un combat lorsque des vies innocentes sont en jeu. Si ces hommes de loi corrompus voulaient Caroline Carlyle, ils devraient d'abord passer sur le corps d'Eli Thorne, et ils s'assureraient qu'ils regrettent amèrement d'avoir essayé. Le lendemain de la révélation d'Eli, un changement s'opéra dans leur routine, un changement que Caroline sembla percevoir sans qu'on ait eu besoin de le lui dire. Elle se réveilla avant l'aube, silencieuse comme une ombre, et trouva Eli déjà habillé, en train de vérifier ses armes sur la table de la cuisine. « Est-ce qu'ils viennent aujourd'hui » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui, son cheval de bois sur les genoux. « Je l'ignore, ma puce, mais nous devons être prêts. » Il posa le revolver Colt qu'il était en train de nettoyer et la regarda avec sérieux. « À partir de maintenant, les choses vont être différentes. Je dois t'apprendre des choses qui pourraient te maintenir en vie. » Caroline hocha la tête, avec la même acceptation grave qu'elle avait montrée lorsqu'il lui avait parlé de sa famille. Ellie était stupéfait par la résilience des enfants, par leur façon de s'adapter à de nouvelles réalités qui briseraient des hommes faits. D'abord, si je te dis de courir, tu cours, sans poser de questions, sans hésiter. Tu vas droit à la cave et tu te caches jusqu'à ce que je vienne te chercher. Et si tu ne reviens pas? La question fut posée avec un calme si naturel qu'elle faillit lui arrêter le cœur. Je reviendrai, dit-il fermement. Mais si tu ne peux pas? Ellie étudia son visage,
n'y voyant pas l'enfant effrayé à laquelle il s'attendait, mais une jeune personne qui comprenait que la vie n'offrait aucune garantie. Elle avait déjà tout perdu une fois. Elle savait que cela pouvait se reproduire. Si je ne peux pas venir te chercher d'ici un jour et une nuit, dit-il avec précaution, tu remontes le ruisseau jusqu'à la cabane du vieux chasseur. Tu te souviens, je te l'ai montré. Elle acquiesça. Il y a des provisions là-bas, de la nourriture, des couvertures, des allumettes. Tu attends là jusqu'à ce que tu puisses continuer en toute sécurité. Ensuite, tu prends la direction du nord, vers Fort Collins. Tu leur dis qui tu es et ce qui s'est passé. Tu peux te souvenir de tout ça. Remonter le ruisseau, cabane du chasseur, attendre, Fort Collins. Sa voix était assurée, mais ses phalanges blanchissaient sur le bois de son petit cheval. Bien, ma fille. Mais ça, c'est seulement s'il m'arrive quelque chose, ce qui n'arrivera pas. Le reste de cette première matinée, Ellie commença à enseigner à Caroline des choses qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir à connaître. Comment se déplacer dans la forêt sans faire de bruit, comment trouver de l'eau et un abri, comment savoir si la viande était avariée et quelles baies étaient comestibles. Elle absorba tout avec la concentration intense qu'elle mettait en toute chose, posant des questions pratiques qui montraient qu'elle comprenait l'enjeu. L'après-midi, ils passèrent aux préparatifs à l'intérieur de la maison. Ellie lui montra comment barricader la porte et où il gardait les munitions supplémentaires. Il lui apprit à charger son vieux fusil Sharps, bien que l'arme fût bien trop lourde pour qu'elle puisse s'en servir. « Pourquoi tu m'apprends ça si je suis censé me cacher ?» demanda-t-elle pendant qu'il s'entraînait. « Parce que parfois, se cacher ne suffit pas, » dit Eli. « Parfois, il faut savoir se battre. » Ce soir-là, alors qu'il dînait d'un simple repas de haricots et de pain de maïs près de la cheminée, Caroline posa la question qu'il redoutait. « Raconte-moi la guerre. » Ellie faillit s'étouffer avec son café. « Quoi? Tu as été soldat. Ça se voit à ta façon de bouger, de vérifier les angles avant d'entrer dans une pièce. Mon père parlait des soldats qui revenaient de la guerre. » Elle fit tourner le cheval de bois entre ses petites mains. « Tu vas me raconter ?» Eli fixa le feu, regardant les flammes danser sur les bûches. Il n'avait jamais parlé de la guerre à personne, pas en 9 ans depuis Appomattox. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Caroline, pas de la curiosité, mais un besoin sincère de comprendre, qui le fit reconsidérer. C'était une sale époque, commença-t-il enfin. Des hommes ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais pensé devoir faire. Ils ont vu des choses qu'ils aimeraient pouvoir oublier. C'est pour ça que tu es venu dans la montagne, pour oublier? En partie. Il la regarda, ne voyant aucun jugement, mais de la compassion dans ses yeux bruns. J'ai perdu mon frère à la guerre, Tommy. Il était plus jeune que moi, toujours à rire, à trouver du bon même dans les pires situations. Il est mort à Glorieta Pass, en essayant de sauver un ami blessé. Caroline serra plus fort son cheval de bois. Je suis désolé. Après ça, je ne voyais plus l'intérêt d'être entouré de gens. J'avais l'impression que tous ceux que j'aimais finissaient par souffrir, et j'en avais assez de la souffrance. Mais toi, tu m'as sauvé. Et Ils restèrent assis dans un silence confortable, le crépitement du feu entre eux. Finalement, Caroline reprit la parole. Les hommes qui ont tué ma famille, ils vont continuer à me chercher, n'est-ce pas? Ellie aurait voulu lui mentir, lui offrir un faux réconfort. Mais cet enfant avait déjà connu trop de déceptions. Oui, dit-il, ils continueront, parce que moi, je les ai vus. C'est ça, le problème. Et s'ils me trouvent, ils me tueront aussi. Ellie se tourna pour lui faire face complètement. Caroline, écoute-moi. Je sais me débrouiller dans des endroits dangereux.
Ça fait longtemps que je fais ça. Je sais me cacher, me battre et protéger les gens. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu le promets? Je le promets. Elle parut accepter, mais Élie voyait son esprit travailler derrière ses yeux attentifs. Après un instant, elle plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié qu'il n'avait jamais vu. « J'ai trouvé ça dans la poche de ma robe le matin où tu m'as trouvé, » dit-elle en le lui tendant. « J'avais trop peur de te le montrer avant, mais maintenant… » Élie déplia le papier avec soin. C'était un dessin d'enfant au crayon, sur ce qui semblait être du papier à lettres de qualité. L'image représentait une maison simple, avec un grand arbre à côté, et sous l'arbre, un petit X marqué d'un trait plus sombre. « Tu te souviens d'avoir fait ce dessin ?» demanda-t-il. Caroline secoua la tête. « Mais je crois que papa m'a dit de cacher quelque chose là-bas. Dans mes rêves, j'entends sa voix qui me dit « Souviens-toi de l'arbre, Caroline. Souviens-toi où nous l'avons mis. » Élie examina le dessin de plus près. La maison était représentée avec la simplicité d'une œuvre d'enfant, mais certains détails suggéraient qu'il pouvait s'agir d'un lieu réel. La forme distinctive de l'arbre, la position des fenêtres, et même ce qui semblait être des montagnes à l'arrière-plan. « Quoi d'autre, ma puce? Tu te souviens d'autre chose? » « Non, mais c'était important. Assez important pour que papa me le fasse dessiner, pour que je n'oublie pas. » Elle regarda le papier dans ses mains. « Tu penses que c'est ça que ces hommes cherchent vraiment? Pas seulement moi, mais quelque chose que papa a caché. » Élie sentit les pièces d'un puzzle plus vaste s'assembler. Un juge fédéral enquêtant sur la corruption, un enfant témoin de son assassinat, et maintenant, la preuve que le juge avait peut-être dissimulé quelque chose. Des documents, des preuves de la corruption contre laquelle il luttait. « Je crois que tu pourrais bien avoir raison, » dit-il lentement. « Ton père essayait de dénoncer des hommes malhonnêtes. Il a peut-être caché des preuves de ce qu'il faisait, et ils l'ont tué pour ça. » « Oui. » Caroline reprit le dessin, le plia soigneusement et le remit dans sa poche. « Alors il faut les trouver. Quoi que papa ait caché, nous devons le trouver avant eux. » Élie commença à secouer la tête. L'idée d'emmener une enfant de 6 ans dans une sorte de chasse au trésor en territoire dangereux lui paraissait insensée. Mais avant qu'il ne puisse exprimer ses objections, Caroline continua. « Si nous trouvons ce que papa a caché, nous pourrons prouver ce que ces hommes ont fait. Nous pourrons nous assurer qu'ils ne feront plus de mal à personne. » La logique simple de son raisonnement le cloua sur place. Elle avait raison, bien sûr. Fuir et se cacher ne ferait que retarder l'inévitable. Mais s'il parvenait à trouver les preuves que le juge Carlyle avait dissimulées, il pourrait peut-être transformer les chasseurs en proie. « Ce serait dangereux, » dit-il. « Plus dangereux que d'attendre ici qu'ils nous trouvent. » Elle marquait un point. Et en la regardant, cette petite fille courageuse qui avait tout perdu mais pensait encore à protéger les autres, Élie sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Tommy, la fierté et le sentiment d'avoir un but. Cette nuit-là, tandis que Caroline dormait, Élie s'assit à sa table et commença à écrire dans un journal relié en cuir, un journal qu'il avait commencé des années plus tôt, mais qu'il touchait rarement. D'une écriture soignée, il documenta tout ce qui s'était passé depuis qu'il l'avait trouvée, tout ce qu'elle lui avait raconté sur le meurtre de sa famille, et tout ce qu'il suspectait sur les fonctionnaires corrompus qui la pourchassaient. S'il lui arrivait quelque chose, il fallait que quelqu'un connaisse la vérité. Mais plus encore, écrire l'aidait à organiser ses pensées, à planifier les prochaines étapes. Il avait été soldat, formé à la stratégie et à la tactique. Il était temps de se souvenir de ses leçons. Le journal était agréable au toucher, solide, permanent, réel. Quoi qu'il arrive, il y aurait une trace. L'histoire de Caroline survivrait, même s'il ne survivait de pas. Dehors,
La montagne plongea dans le silence nocturne. Mais Élie resta éveillée bien après que le feu ne se soit transformé en braise. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis la fin de la guerre, il sentit qu'il avait une mission qui en valait la peine. Protéger Caroline n'était plus seulement une question de mettre une enfant en sécurité. C'était une question de justice, de s'assurer que des hommes bons comme le juge Carlyle ne soient pas morts en vain. C'était une question de se souvenir de ce pourquoi il s'était battu et de trouver la force de se battre à nouveau. La découverte eut lieu pendant le bain de Caroline, au 5e matin qu'ils passaient ensemble depuis qu'elle lui avait révélé son identité. Élie était dehors, s'occupant de sa mule, quand il l'entendit l'appeler depuis la cabane, la voix tendue par une émotion qu'il ne parvint pas à identifier. « Élie, tu peux venir, s'il te plaît ?» Il la trouva debout près de la bassine, enroulée dans une serviette, tenant quelque chose de petit et d'argenté dans ses mains tremblantes. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce qui lui rappela douloureusement son frère Tommy. « J'avais oublié que je portais ça, » dit-elle en tendant la main vers lui. C'était sous ma robe, caché par le col. Le médaillon en argent était délicat et de grande valeur. Le genre de bijou qu'un père aimant offrirait à sa fille pour un anniversaire spécial. Des gravures complexes couvraient sa surface, des fleurs et des vignes qui captaient la lumière du matin filtrant par la fenêtre. Mais ce fut ce qu'il y avait à l'intérieur qui coupa le souffle d'Élie. La photographie était minuscule mais nette, montrant une famille de 4 personnes posant formellement dans ce qui semblait être un studio de photographe. Un homme distingué, aux yeux doux et à la moustache soignée, se tenait derrière une femme assise, dont les cheveux sombres et le sourire bienveillant se reflétaient sur le visage de la fillette à ses côtés. Un garçon, âgé de 3 ans peut-être, était assis sur les genoux de sa mère, souriant à l'objectif avec la joie sans retenue de l'enfance. « Ce sont eux, » murmura Caroline. « C'est ma famille. » Il étudia attentivement la photo. Le juge Carlyle avait l'air d'être exactement ce qu'il était, un homme de principe, quelqu'un qui aurait combattu la corruption non par ambition, mais par une foi sincère en la justice. La femme, la mère de Caroline, avait des yeux intelligents et un visage qui suggérait à la fois la force et la compassion. « Ils avaient de l'air d'être de bonnes personnes, » dit doucement Élie. « Ils l'étaient. » La voix de Caroline était ferme, mais des larmes coulaient sur son visage. « Papa nous lisait des histoires tous les soirs. Maman m'a appris à jouer du piano. Et Thomas... » Sa voix se brisa. Thomas faisait tout le temps des bêtises, mais jamais de méchantes bêtises, juste des bêtises de curieux. Élie lui rendit le médaillon, mais elle secoua la tête. « Regarde au dos, » dit-elle. Élie retourna le médaillon et y trouva une autre gravure, mais celle-ci n'était pas décorative. Des chiffres et des lettres avaient été gravés dans l'argent d'une écriture minuscule et précise. RC 1872, 37 2G 45 N 105 2G O, sous l'aile de l'ange. « Tu sais ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. Caroline secoua la tête, mais fronça les sourcils, concentrée. « Les chiffres. Papa m'avait appris les cartes. On dirait les coordonnées qu'il utilisait quand il arpentait les terres pour des litiges. » Élie sentit son pouls s'accélérer. Latitude et longitude, un emplacement précis, probablement dans le Colorado, étant donné leur position actuelle. Et, sous l'aile de l'ange, ce devait être une sorte de repère. « RC », dit-il en réfléchissant à voix haute. « Robert Carlyle. » C'était le nom de papa, et 1872, c'est peut-être l'année où il a caché ce que ça indique. Caroline reprit le médaillon, le referma soigneusement et passa la chaîne autour de son cou.
Son poids semblait la réconforter. Un lien physique avec la famille qu'elle avait perdue. Nous devons trouver cet endroit, dit-elle, avec la même détermination tranquille qu'elle avait montrée en parlant du dessin. Caroline, non, écoute-moi. Elle se tourna vers lui, et à cet instant, elle paraissait bien plus âgée que ses 6 ans. Ces hommes ont tué ma famille pour quelque chose que papa essayait de révéler. Quelque chose d'assez important pour qu'il cache des preuves et me laisse des indices pour les trouver. Si nous ne suivons pas ces pistes, si nous ne finissons pas ce qu'il a commencé, alors ils seront morts pour rien. La logique était imparable. Mais l'idée de l'entraîner dans un territoire potentiellement hostile noua l'estomac d'Ellie. Pourtant, elle avait raison sur un point. Rester ici à attendre ne ferait que prolonger l'inévitable. D'accord, dit-il finalement. Mais d'abord, je dois t'en apprendre davantage sur la manière de rester en sécurité. Si nous devons faire ça, nous le ferons correctement. Les jours qui suivirent furent marqués par un rythme intense de préparation et d'apprentissage. Ellie apprit à Caroline à monter sa mule, Jasper, qui, d'abord maladroite, gagna peu à peu en assurance. Il lui montra comment lire les signes avant-coureurs du mauvais temps, comment s'orienter grâce au soleil et aux étoiles, et comment se déplacer en territoire hostile sans être vu. Plus important encore, il commença à la traiter comme une partenaire, plutôt que comme une enfant à protéger. Il discutait de stratégie et de planification, pesait les risques et les bénéfices, et développait des plans d'urgence pour divers scénarios. Caroline absorbait tout avec une concentration remarquable, posant des questions pertinentes qui parfois le prenaient au dépourvu. « Si nous sommes suivis, dit-elle un après-midi, alors qu'il s'entraînait à se déplacer silencieusement dans la forêt, ne vaudrait-il pas mieux savoir qui nous suit, plutôt que de simplement les éviter ?» Il s'arrêta net. « Que veux-tu dire ? » Eh bien, si nous savons combien ils sont et ce qu'ils prévoient, nous pourrons prendre de meilleures décisions sur la suite. Mais si nous fuyons sans savoir, nous pourrions tomber dans un piège. La pensée tactique derrière sa question l'impressionna. Tu as raison. Parfois, le chasseur devient le chassé, et parfois, c'est exactement ce que l'on veut. Mon père disait toujours, le savoir est plus puissant que les armes. Ton père était un homme intelligent. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, planifiant leur route vers les coordonnées indiquées sur le médaillon, Caroline posa la question qui pesait sur l'esprit d'Ellie depuis qu'il s'était engagé dans cette voie. Qu'arrivera-t-il après que nous aurons trouvé ce que Père a caché ? Ellie leva les yeux de la carte rudimentaire qu'il dessinait. Que veux-tu dire ? Je veux dire, après avoir démasqué ces méchants hommes et nous être assurés qu'ils ne peuvent plus faire de mal à personne, qu'est-ce qu'il adviendra de nous ? De moi ? La question le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Au cours des dernières semaines, il s'était habitué à la présence de Caroline dans sa vie, au son de sa voix le matin et à la chaleur de sa présence près du feu le soir. L'idée de la perdre, même au profit de parents bien intentionnés ou de fonctionnaires du gouvernement désireux de lui offrir un foyer convenable, ressemblait à l'idée d'une autre mort dans la famille. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Je suppose que cela dépend de ce que tu veux. »« Ah, t'es à bas. » Elle resta silencieuse un long moment, caressant distraitement le médaillon d'argent de son pouce. « Je veux rester avec toi, mais... » dit-elle enfin. « Tu es la seule famille qu'il me reste. Ma chérie, tu as peut-être des parents quelque part qui savent. » La voix de Caroline était ferme. « Je m'en souviens maintenant. Papa en parlait parfois. Maman était fille unique et ses parents étaient décédés. Il n'y a personne d'autre, Ellie. Juste toi et moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implication et d'espoir. Ellie pensa aux complications juridiques, aux questions qui seraient posées, aux obstacles bureaucratiques qu'il devrait surmonter.
Puis il pensa à envoyer cette fillette courageuse et intelligente vivre avec des étrangers. « Alors tu resteras avec moi, » dit-il simplement. « Nous ferons le nécessaire pour que tout soit légal et en règle. » Le sourire qui illumina le visage de Caroline fut la première expression véritablement insouciante qu'il avait vue chez elle depuis ce premier matin dans le pré. « Vraiment, vraiment. Mais d'abord, nous avons du travail. » Elle hocha la tête avec empressement, se tournant vers la carte. « À quelle distance se trouvent ces coordonnées ?» Eli avait calculé les distances et le temps de trajet pendant qu'il parlait. « Environ 4 jours de voyage, si nous nous dépêchons. Mais nous devrons être prudents. Cette zone n'est pas loin de quelques camps de mineurs, et il y aura probablement beaucoup de gens qui pourraient se souvenir de nous avoir vus. Et pour les provisions ? Nous voyagerons légers et vivrons de la terre autant que possible. J'ai de la viande séchée et des biscuits qui se conservent, et nous pourrons compléter avec ce que nous chasserons ou cueillerons. » Caroline étudia la carte attentivement, son doigt traçant l'itinéraire qu'ils avaient prévu. « Quand partons-nous ? » ?»« Après-demain. Cela nous laisse le temps de finir les préparatifs. » Un son venant de l'extérieur l'interrompit. Le craquement lointain d'une branche, trop net et délibéré pour être causé par le vent ou un petit animal. Eli leva la main pour imposer le silence et se déplaça rapidement vers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers une fente dans les volets. 3 cavaliers se déplaçaient lentement entre les arbres, à la lisière de la clairière, essayant de rester à couvert, mais sans grand succès. Même dans la faible lumière, ils pouvaient voir qu'ils étaient armés et se déplaçaient avec la coordination prudente d'hommes habitués aux besognes dangereuses. « Caroline, » dit-il à voix basse, sans quitter les cavaliers des yeux. Elle ne discuta pas, ne posa aucune question. Le médaillon disparut sous sa chemise, et elle se dirigea vers l'entrée de sa cachette, avant même qu'il ait fini de parler. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris, » murmura-t-il, alors qu'elle soulevait la trappe secrète. « Quoi que tu entendes, ne sors pas avant que je vienne te chercher. » « Je m'en souviens. » Elle se glissa dans l'espace sombre sous le plancher, et Eli remit soigneusement la trappe en place. Pour quiconque ne savait pas qu'elle était là, le sol semblait solide. Dehors, les cavaliers s'arrêtèrent à la lisière de la clairière. Ils parlaient à voix basse, trop bas pour distinguer les mots, mais leur posture suggérait qu'ils planifiaient leur approche. Eli vérifia ses armes. Le colt à sa hanche, la carabine Sharps près de la porte et le vieux sabre de cavalerie qu'il gardait depuis la guerre. Puis, il s'assit sur une chaise près de la fenêtre, d'où il pouvait voir toute la clairière, et attendit. Si c'étaient des hommes qui en avaient après Caroline, ils allaient découvrir que certaines montagnes avaient des dents. Les cavaliers s'approchèrent lentement, mettant pied à terre à l'orée de la clairière, là où la forêt rejoignait le petit jardin d'Eli. À travers la fente des volets, il les voyait plus clairement maintenant. 3 hommes au visage dur, portant le genre de vêtements qui pouvaient appartenir à n'importe qui, des marchands ambulants aux tueurs à gages. Leurs mouvements, cependant, trahissaient une violence contenue. Le chef était un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants et aux yeux froids, qui inspectait la cabane avec un regard d'expert. Ses compagnons l'encadraient naturellement, les mains posées près de leurs armes. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles locaux, ni des bandits désespérés. Ces hommes étaient des chasseurs. « Ohé, dans la maison !» cria le chef, d'une voix qui portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Nous voudrions vous parler. » Eli resta silencieux, observant à travers les volets. L'un des autres hommes, plus jeune, avec une cicatrice qui courait de son oreille gauche à son col, étudiait le sol près de la cabane avec un intérêt évident. « Des empreintes fraîches, » dit l'homme à la cicatrice à voix basse. « Petite. La fille était ici récemment. »
Le sang d'Ellie se glaça, mais il se força à rester parfaitement immobile. Sous le plancher, Caroline devait entendre chaque mot. Il ne pouvait qu'espérer qu'elle se souviendrait de son entraînement et resterait cachée, quoi qu'il arrive. « Nous savons que vous êtes là, » poursuivit le chef. « Nous sommes des marshals fédéraux en mission officielle. Nous devons fouiller votre propriété. » Soit il mentait, soit Caroline avait raison d'avoir vu un insigne la nuit où sa famille était morte. Quoi qu'il en soit, Ellie n'allait pas les laisser rentrer. « Montrez vos papiers !» cria-t-il, s'assurant que sa voix provenait d'une fenêtre différente de celle d'où il observait. Le chef plongea la main dans sa veste et en sortit ce qui ressemblait à un insigne officiel et quelques documents. Mais à cette distance et dans la lumière incertaine, Eli ne pouvait en vérifier l'authenticité. Plus important encore, de véritables marshals ne menaient généralement pas de perquisition au crépuscule sans la présence des forces de l'ordre local. « Nous enquêtons sur le meurtre du juge fédéral Robert Carlyle et de sa famille, » lui dit le chef. « Nous avons des raisons de croire que vous pourriez détenir des informations pertinentes pour notre enquête. Je ne sais rien sur un quelconque juge, répondit Ellie. Le troisième homme, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. Il était plus jeune que les autres, avec un visage qui suggérait qu'il aimait un peu trop son travail. « C'est drôle, » dit cet homme, avec une pointe d'amusement dans la voix. « Le shérif Hartwell, à Copper Falls, a mentionné que vous sembliez très intéressé par les avis de recherche lorsque vous étiez en ville la semaine dernière. » Eli jura silencieusement. Hartwell avait été plus observateur qu'il ne l'avait cru. « Il faudrait être sourd pour ne pas entendre parler d'une telle chose, » dit Eli. « Ça ne veut pas dire que je sais quoi que ce soit d'utile. » Le chef fit un signe à ses compagnons, et ils commencèrent à se disperser, l'un vers la grange, l'autre vers le tas de bois. Ils l'encerclaient, coupant les voies de fuite possibles. Des tactiques de professionnels. « Voici ce que nous pensons qu'il s'est passé, » continua le chef en s'approchant de la cabane. « Nous pensons que cette petite fille, Caroline Carlyle, a survécu d'une manière ou d'une autre à l'attaque contre sa famille. Nous pensons qu'elle a erré dans les montagnes pendant un certain temps avant qu'un bon samaritain ne la trouve et ne la recueille. » Le doigt d'Ellie se déplaça vers la détente de sa carabine. « Maintenant, ce bon samaritain pense probablement qu'il fait ce qu'il faut, » poursuivit l'homme, en protégeant une petite fille effrayée de tout traumatisme supplémentaire. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que cet enfant est la clé de notre enquête. Sans son témoignage, les assassins pourraient ne jamais être traduits en justice. Les mots étaient raisonnables, voire compatissants, mais quelque chose dans le ton de l'homme. Une légère emphase sur certains mots, une froideur sous la courtoisie officielle, dit à Ellie tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ces hommes n'étaient pas des hommes de loi en quête de justice, c'étaient les assassins eux-mêmes. « Comme je l'ai dit, » répondit Ellie, « je ne sais rien d'une quelconque petite fille. » L'homme à la cicatrice avait atteint la grange et examiné les empreintes autour de celle-ci de plus près. Ellie le regarda s'agenouiller et passer ses doigts sur le sol, suivant les traces avec l'habileté de quelqu'un qui savait chasser les animaux et les hommes. « 2 paires d'empreintes ici !» cria l'homme. « Un homme et un enfant, allant de la cabane à la grange et revenant. Récentes, peut-être de ce matin. » Le chef sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. « Monsieur Thorne, n'est-ce pas? C'est ainsi que le shérif vous a appelé. Monsieur Thorne, nous allons fouiller votre propriété maintenant. Si vous coopérez, tout se passera bien pour tout le monde. Vous avez un mandat? » « Nous n'avons pas besoin de mandat pour poursuivre des fugitifs fédéraux. »
C'était un mensonge. Même les marshals fédéraux avaient besoin de documents appropriés pour une perquisition, surtout sur une propriété privée. Mais ces hommes ne comptaient pas suivre les procédures légales. Le plus jeune des trois avait contourné l'arrière de la cabane et examinait maintenant le petit potager. Ellie le regarda s'agenouiller à côté des rangs de pommes de terre, étudiant quelque chose sur le sol. « D'autres empreintes ici !» cria le jeune homme. On dirait qu'on lui a appris à marcher en silence, à la manière des militaires. Ellie serra les dents. L'entraînement de Caroline était rigoureux, mais elle n'était encore qu'une enfant de 6 ans. Contre des pisteurs expérimentés, même la meilleure éducation avait ses limites. « Vous étiez soldat, n'est-ce pas, monsieur Thorne ?» demanda le chef. « 5e d'infanterie du Colorado, d'après le shérif. Vous avez combattu à Glorieta Pass. Vous y avez perdu votre frère. » La mention désinvolte de la mort de Tommy frappa Eli comme un coup de poing. Ces hommes avaient fait leurs recherches. Ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. « La guerre est finie depuis 9 ans, dit Eli. Mais certaines leçons restent gravées dans un homme. Comme enseigner à une enfant les techniques de campagne militaire. Le chef était près de la cabane maintenant, peut-être à 20 pieds de la porte. Le fait est, monsieur Thorne, que nous savons qu'elle est ici. La seule question est de savoir si vous allez nous faciliter la tâche ou nous la compliquer. Ellie prit sa décision. Ces hommes ne partiraient pas sans Caroline, et ils ne comptaient pas l'emmener vivante. Sa seule chance était qu'ils parviennent à éliminer la menace, ici et maintenant. « Très bien, » dit-il en s'éloignant de la fenêtre. « Vous m'avez eu. Elle est ici. » Il entendit le chef rire de satisfaction. « Voilà qui me plaît. Où est-elle ?»« Dans la cave, » mentit Ellie. « Elle est cachée dans la cave. La trappe est à l'arrière de la cabane. » C'était un pari calculé. La cave à laquelle il faisait référence était réelle, mais vide. Ce n'était qu'un espace de stockage pour les légumes racines et les conserves. Mais cela attirerait au moins 2 d'entre eux loin de la cabane et lui donnerait de meilleures chances. « Fille intelligente, » dit le chef. « Bart, Jake, allez vérifier la cave. Je vais tenir compagnie à notre ami. » L'homme à la cicatrice et le plus jeune se dirigèrent vers l'arrière de la cabane, tandis que le chef restait devant, son arme maintenant ouvertement à la main. Ellie les regarda disparaître de sa vue à travers les volets, puis compta jusqu'à 10. L'attaque vint plus vite qu'il ne l'avait prévu. La porte de la cabane vola en éclats lorsque le chef la défonça d'un coup de pied assez puissant pour briser la barre de bois. Mais Ellie n'était plus là. Il s'était déplacé pour se positionner à côté de la cheminée, utilisant la maçonnerie en pierre comme couverture. La carabine tonna une fois, sa détonation profonde résonnant dans le petit espace comme un coup de foudre. Le chef pivota et tomba, se tenant l'épaule, mais toujours en vie. Ellie était déjà en mouvement, dégainant son colt, alors que des cris éclataient à l'arrière de la cabane. « Il n'est pas dans la cave !» cria l'un des hommes. « Elle est vide !» Des bruits de pas lourds résonnèrent autour de la cabane, tandis que les 2 autres convergeaient vers la porte d'entrée. Ellie se plaqua contre le mur à côté de l'entrée, écoutant leur approche. Les tactiques militaires de la guerre lui revinrent en mémoire. Angle de tir, couverture et camouflage. La mathématique mortelle du combat rapproché. L'homme balafré apparut le premier, sa silhouette se découpant sur la lumière déclinante du jour. Le colt d'Ellie cracha 2 fois, et l'homme s'effondra. Mais le 3e assaillant était juste derrière lui, tirant une rafale rapide avec un fusil à pompe qui arrachait des éclats de bois au cadre de la porte et au mur. Ellie plongea derrière la table renversée, tandis que les balles sifflaient à l'endroit exact où il se tenait une seconde plus tôt. Le chef blessé tentait de ramper vers son arme tombée, laissant une traînée de sang sur le plancher de bois brut. « Livrez-nous la fille et on en finira vite !» cria l'assaillant restant depuis l'extérieur. Ellie ne perdit pas de temps à répondre. Au lieu de cela,
Il saisit le vieux sabre de cavalerie accroché au mur, une arme qui l'avait bien servi à Glorieta Pass lorsque les munitions s'étaient faites rares et que le combat était devenu désespéré. Le troisième homme fit irruption, son fusil levé, mais il s'attendait à affronter une autre arme à feu, pas 45 centimètres d'acier aiguisé. Le sabre le frappa en pleine poitrine avant qu'il ne puisse ajuster sa visée, et il s'effondra sur la lame, le visage tordu par une expression où la surprise se mêlait à la douleur. Le silence s'abattit sur la cabane, lourd comme la poussière après une explosion. Eli se tenait debout, au milieu des corps des 3 hommes venus tuer une enfant de 6 ans, et il ne ressentait aucun remords. La guerre lui avait appris beaucoup de choses, mais la plus importante était peut-être que certaines personnes choisissent d'être des monstres, et que les monstres doivent être arrêtés. « Caroline » appela-t-il doucement. « C'est fini. Tu peux sortir maintenant. » La trappe dissimulée dans le plancher se souleva, et son visage pâle apparut dans l'ouverture. Elle sortit lentement de la cave, ses yeux absorbant le carnage sans ciller. « Ils sont morts ?» demanda-t-elle. « 2 d'entre eux. Le 3e est gravement blessé, mais il respire encore. » Caroline s'approcha du chef blessé, qui la fixait avec des yeux remplis de haine et de reconnaissance. Elle le dévisagea un long moment, et quand elle parla, sa voix ne trahissait aucune peur. « Vous avez tué ma famille. » Les lèvres de l'homme s'étirèrent, en ce qui aurait pu être un sourire. « J'aurais dû te tuer aussi, gamine. Ça aurait épargné bien des ennuis à tout le monde. » Caroline se tourna vers Eli. « Nous ne pouvons plus rester ici, n'est-ce pas ? » « Non, » dit-il doucement. « Nous ne le pouvons pas. Es-tu prête à aller chercher ce que ton père a caché ?» Elle hocha la tête, sa petite main se posant sur le médaillon sous sa chemise. « Je suis prête. » Alors qu'ils rassemblaient leurs maigres affaires et se préparaient à quitter le seul foyer qu'ils avaient partagé, Eli sentit le poids de ce qui les attendait. Les coordonnées sur le médaillon de Caroline les mèneraient en territoire inconnu, pourchassés par des hommes qui ne reculeraient devant rien pour faire taire l'unique témoin du meurtre d'un juge fédéral. Mais ils avaient quelque chose que leurs ennemis n'avaient pas. Ils savaient l'un l'autre. Et parfois, cela suffisait à changer le monde. Ils quittèrent la cabane dans l'obscurité d'avant l'aube, alors que la montagne était enveloppée d'une brume qui dissimulerait leurs traces sur les premiers kilomètres. Caroline montait derrière Eli sur Jasper, ses bras enroulés autour de sa taille. Le poids de son petit corps était un rappel constant de l'enjeu. L'homme de loi blessé était mort pendant la nuit. Eli avait vérifié avant leur départ, mais sa mort ne leur accorderait qu'un court répit. Quand ces 3-là ne donneraient plus de nouvelles, d'autres viendraient les chercher. Ils suivirent des pistes de cerf et d'anciennes sentes de mineurs, évitant les routes principales qui les exposeraient à d'autres voyageurs. Eli avait fait des bagages légers mais efficaces. De la nourriture pour une semaine, des munitions, des fournitures médicales et les quelques objets personnels qu'il ne pouvait abandonner. Le cheval de bois de Caroline était dans sa poche, à côté du dessin mystérieux, tandis que le médaillon d'argent se balançait doucement contre sa poitrine à chaque pas de Jasper. À midi, il se trouvait en territoire qu'Eli n'avait jamais exploré, guidé seulement par sa boussole et les coordonnées gravées sur le médaillon de Caroline. Le paysage devenait plus accidenté à mesure qu'il prenait de l'altitude, les forêts de pins laissant place à des roches nues et à un air raréfié qui mettait Jasper à rude épreuve. « Parle-moi de ta mère, » dit Eli lors d'une halte. Ils s'assirent à l'ombre d'un énorme rocher, tandis que Jasper broutait l'herbe maigre à proximité. Caroline resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle n'allait pas répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, empreinte de souvenirs. Elle sentait les roses. Papa lui avait ramené de Denver un parfum, et elle en mettait une petite goutte derrière ses oreilles chaque matin.
Ah, bâti. Caroline sortit le dessin de sa poche, le dépliant avec soin. Elle m'a appris à dessiner. Elle disait que l'art était important, parce qu'il aidait les gens à se souvenir des belles choses, même dans les moments difficiles. On dirait une femme sage. Elle l'était. Caroline étudia l'esquisse rudimentaire de la maison et de l'arbre. Ce dessin, je me souviens l'avoir fait. Maman m'aidait, elle guidait ma main pour que les traits soient droits. Mais c'est papa qui m'a dit quoi dessiner. Tu te souviens d'autre chose à propos de ce jour-là? Caroline ferma les yeux, se concentrant. Des hommes arrivaient à la maison. Papa m'a dit de monter chercher mes affaires de dessin pendant qu'il parlait à maman. Ils avaient peur, je le sentais. Et papa n'arrêtait pas de parler d'une assurance et de s'assurer que la vérité survivrait. Et là, il sentit les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Une assurance, comme un plan de secours, au cas où quelque chose lui arriverait. C'est ce que je pense aussi. Caroline replia le dessin et le rangea. Papa a toujours été prudent. Maman le taquinait parce qu'il gardait 3 jeux de clés différents pour la maison, juste au cas où. Ils chevauchèrent tout l'après-midi, montant sans relâche vers les coordonnées qui devaient résoudre le mystère des preuves cachées par le juge Carlyle, ou les mener tout droit dans un autre piège. Le terrain devint plus difficile, les forçant à mettre pied à terre et à guider Jasper à travers des passages étroits, entre d'imposantes formations rocheuses. À la tombée de la nuit, ils campèrent dans une petite combe abritée, entourée de pins rabougris. Ellie alluma un petit feu avec du bois sec, conçu pour produire un minimum de fumée, tandis que Caroline allait chercher de l'eau à un ruisseau voisin. Leur routine domestique s'était adaptée à la piste avec une facilité surprenante, chacun accomplissant ses tâches sans qu'on le lui demande. « Ellie, » dit Caroline, alors qu'ils partageaient un simple repas de viande séchée et de biscuits. « Qu'est-ce qui se passera si on trouve ce que papa a caché, mais que ce n'est pas suffisant pour arrêter ces hommes ?» C'était la question qu'il avait évitée toute la journée. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, et s'ils sont trop nombreux, trop puissants, et si personne ne nous croit, même avec les preuves de papa ?» Ellie étudia son visage à la lueur du feu. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, elle ressemblait encore à une petite fille vulnérable dans ses vêtements trop grands. Mais ces questions révélaient un esprit aux prises avec des réalités d'adultes, qui mettraient au défi des personnes 3 fois plus âgées qu'elle. « Alors on continuera d'essayer, » dit-il enfin. « On trouvera quelqu'un qui nous écoutera, quelqu'un qui ne peut être ni acheté ni menacé. Et si ça ne marche pas, on trouvera un autre moyen. » « Et s'il n'y a pas d'autre moyen ?» Ellie resta silencieux un instant, pensant à son propre passé, aux choix que les hommes font face à des situations impossibles. « Pendant la guerre, j'ai connu des soldats qui ont mené des batailles qu'ils ne pouvaient pas gagner, parce que c'était la chose juste à faire. Certains sont morts, mais leur sacrifice a signifié quelque chose. Il en a inspiré d'autres à continuer le combat, comme ton père. Il savait que dénoncer la corruption pouvait le faire tuer, mais il l'a fait quand même, parce que quelqu'un devait défendre ce qui est juste. » Caroline hocha la tête, pensive. Puis elle sortit autre chose de sa poche. Ce n'était ni le dessin, ni le médaillon, mais un petit bout de papier qu'Ellie n'avait jamais vu. « J'ai trouvé ça aussi, » dit-elle en le lui tendant. C'était cousu dans la doublure de ma robe. Ellie déplia le papier avec précaution. Contrairement au dessin d'enfant, celui-ci était couvert d'une écriture soignée d'adulte. « Écoute, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là et que tu es en danger. Les coordonnées te mèneront à la preuve de ce que Morrison et ses hommes ont fait, mais sois prudente, à qui tu accordes ta confiance. La corruption est plus profonde que nous le pensions. Souviens-toi, l'ange protège ceux qui cherchent la justice, mais seuls les cœurs purs peuvent trouver son sanctuaire. Ton père qui t'aime. »
Ici, il y a des difficultés. Ah, Morrison, répéta Ellie, lisant le nom une nouvelle fois. C'est le même nom que le commerçant de Copper Falls, conclut Caroline. James Morrison. Eli sentit le monde basculer autour de lui. Le sympathique épicier qui lui vendait ses provisions depuis 3 ans, qui discutait de la météo et s'enquérait de sa santé, était d'une manière ou d'une autre lié au complot qui avait coûté la vie à la famille de Caroline. Ça pourrait être une coïncidence, dit-il. Mais au moment même où il prononçait ces mots, il savait que c'était faux. Non, dit doucement Caroline. Mon père était trop prudent pour les coïncidences. S'il a écrit le nom de Morrison, c'est que Morrison en fait partie. Eli se souvint de sa dernière visite à la boutique, de la façon dont Morrison avait semblé inhabituellement intéressé par sa réaction à l'avis de recherche, comment l'homme avait insisté sur certains détails concernant la récompense. Puis le shérif Hartwell, qui était apparu si opportunément, posant des questions directes sur d'éventuels étrangers dans la montagne. Il me surveillait, réalisa-t-il. Morrison leur rapportait mes visites, mes réactions. C'est comme ça qu'ils ont su venir te chercher dans ma cabane. On va si j'ai oublié ses paupières. Caroline ramena ses genoux contre sa poitrine, paraissant soudain très jeune et très effrayée. Combien sont-ils? Jusqu'où ça va? Je ne sais pas, petite. Mais la note de ton père nous donne de l'espoir. Il dit que la corruption est plus profonde qu'il ne le pensait, mais il dit aussi qu'il a trouvé des preuves. Ce qu'il a caché à ses coordonnées pourrait suffire à tous les démasquer. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le vent souffler dans les pins et le chant lointain d'un oiseau de nuit. Finalement, Caroline reprit la parole. « Ellie, tu as peur ?» Il songea à mentir, à lui offrir un faux réconfort. Mais Caroline méritait l'honnêteté. « Oui, dit-il. J'ai peur. Pas de mourir. J'ai déjà affronté ça. J'ai peur de te décevoir, qu'il t'arrive quelque chose parce que je ne serai pas assez bon, assez malin ou assez fort pour te protéger. Ce qui s'est passé dans la cabane n'était qu'un combat. Ceci est différent. Cela exige d'être plus rusé que des gens qui ont des ressources et des contacts que nous ne pouvons même pas imaginer. Caroline resta silencieuse un instant, puis elle se rapprocha, se blottissant contre lui comme elle le faisait lors de ses soirées tranquilles au coin du feu. Mon père disait que David a vaincu Goliath, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il se battait pour quelque chose de plus important que sa propre vie. Et pourquoi se battait-il? Pour son peuple, pour sa foi, pour la conviction que le bien est plus fort que le pouvoir. Elle le regarda de ses grands yeux bruns et sérieux. Nous nous battons pour la même chose, n'est-ce pas? Pour la justice, pour ma famille et pour tous les autres à qui ces hommes pourraient faire du mal. Eli passa un bras autour de ses petites épaules, sentant la détermination féroce qui émanait d'elle malgré sa taille. « Oui, dit-il, c'est exact. Alors on trouvera un moyen. David n'avait ni épée ni armure, mais il avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Qu'est-ce que c'était? » Caroline sourit. La première expression véritablement heureuse qu'il voyait sur son visage depuis qu'ils avaient quitté la cabane. Il avait Dieu de son côté, et nous avons l'un l'autre. Oh! Alors qu'ils se préparaient à dormir, Eli éteignit le feu et inspecta une dernière fois les environs. Le lendemain, ils atteindraient les coordonnées. Et ce que le juge Carlyle y avait caché leur donnerait les armes nécessaires pour combattre la corruption au plus haut niveau, ou les conduirait à un danger plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mais cette nuit-là, avec Caroline dormant paisiblement à ses côtés sous un ciel constellé d'étoiles, Ellie ressentit quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis la mort de son fils
à Glorietta Pass. Le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose pour lequel il valait la peine de tout risquer. Au loin, un loup hurla. Ce n'était pas une menace, mais un rappel qu'ils entraient en territoire sauvage, où la survie dépendait du courage, de la ruse et des liens unissant ceux qui choisissaient de traverser ensemble les ténèbres. Ellie ferma les yeux et tenta de se reposer, mais le sommeil tardait à venir. Trop de questions restaient sans réponse, et le matin les rapprocherait de réponses qui pourraient tout changer. Ils atteignirent les coordonnées à midi, lorsque le soleil était à son zénith et projetait de courtes ombres sur le sol rocheux. Au premier abord, l'endroit semblait ordinaire. Une petite vallée nichée entre deux crêtes, avec quelques arbres rabougris, et le lit d'un ruisseau saisonnier où coulait la neige fondue des plus hauts sommets. Mais alors qu'ils étudiaient le terrain plus attentivement, le dessin de Caroline commença à prendre tout son sens. « Là, dit-elle, en montrant un pin solitaire qui s'élevait plus haut que les autres, près du lit du ruisseau. C'est l'arbre de mon dessin. » Ellie examina le pin avec attention. Il était vieux, son tronc épais et noueux, et ses branches s'étendaient comme des bras protecteurs. Mais ce qui attira son regard fut la curieuse formation rocheuse juste derrière lui, un agencement naturel de pierre qui, sous le bon angle, ressemblait presque à une silhouette aux ailes déployées. « Sous l'aile de l'ange », murmura-t-il, se souvenant de l'inscription sur le médaillon. Ils mirent pied à terre et s'approchèrent de l'arbre avec prudence. La guerre avait appris à Ellie à ne jamais faire confiance à un terrain qui semblait trop parfait, trop propice à une embuscade. Mais la vallée restait silencieuse, à l'exception du murmure de l'eau et du sifflement du vent dans les aiguilles des pins. Caroline se dirigea droit vers la base de l'arbre, passant ses mains sur l'écorce, comme si elle cherchait quelque chose de précis. « Papa m'a tout appris sur les arbres, » dit-elle. « Comment ils grandissent, comment ils guérissent quand ils sont blessés, comment ils gardent des secrets dans leurs anneaux. » Elle s'arrêta sur une section où l'écorce semblait différente, plus lisse, comme si elle avait poussé par-dessus quelque chose inséré dans le tronc des années auparavant. « C'est là, » dit-elle. « Il y a quelque chose ici. » Ellie sortit son couteau et se mit à travailler délicatement l'écorce. Elle se détacha, révélant un petit tube de métal, pas plus grand que son pouce, qui avait été enfoncé dans l'arbre et scellé avec de la résine de pin. Au fil des ans, l'arbre avait grandi tout autour, le dissimulant complètement. À l'intérieur du tube se trouvait un morceau de toile cirée bien enroulé, contenant plusieurs documents pliés sur du papier à en-tête. Ellie les étala avec soin sur une pierre plate, sous le regard intense de Caroline. Le premier document était une lettre adressée « À quiconque trouvera le compte-rendu de mon enquête sur la corruption territoriale. » Elle était signée du juge Robert Carlyle et datée de 3 mois avant sa mort. Mais ce fut son contenu qui glaça le sang d'Ellie. « Caroline, dit-il doucement, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ce que je vais lire va changer tout ce que nous pensions savoir sur le meurtre de ton père. » Elle hocha la tête, serrant son cheval de bois. Ellie commença à lire à voix haute. « À quiconque découvrira cette preuve, je me nomme Robert Carlyle, juge fédéral de district pour le territoire du Colorado. Au cours des 2 dernières années, j'ai enquêté sur un complot impliquant le détournement systématique de fonds fédéraux destinés au développement territorial, à la construction de routes et aux affaires indigènes. Ce complot implique des commerçants locaux, des fonctionnaires territoriaux et des membres du Congrès des États-Unis. » Ellie poursuivit. « Mon enquête a révélé que la conspiration est bien plus complexe qu'un simple vol. Les fonds détournés servent à acheter des armes et des fournitures pour une milice privée,
dont le but ultime est de provoquer une guerre avec la tribu des Utes du Sud, justifiant ainsi la saisie de terres tribales connues pour contenir d'importants gisements minéraux. Il marqua une pause, laissant la portée de ces mots s'installer. Les meneurs de ce complot incluent le gouverneur territorial Samuel Morrison. Morrison, murmura Caroline. Ainsi que le commerçant, son frère James Morrison, qui gère un réseau d'approvisionnement à travers le territoire, le marshal fédéral William Garrett et le député du Massachusetts Franklin Pierce, qui a joué un rôle clé pour garantir le détournement des fonds. Ellie posa la lettre, l'esprit en ébullition. « Caroline, ton père n'a pas été tué par des fonctionnaires locaux corrompus. Il a été tué par des hommes qui projetaient de déclencher une guerre. » Le deuxième document était encore plus accablant. Un grand livre de comptes détaillés montrant le flux d'argent fédéral depuis Washington, passant par divers intermédiaires jusqu'à l'opération des frères Morrison, les achats d'armes, les fournitures pour l'entraînement de la milice, les pots de vin versés aux fonctionnaires locaux. Tout était documenté de l'écriture soignée du juge Carlyle. Mais ce fut le troisième document qui révéla toute l'horreur à laquelle il faisait face. C'était une lettre tachée de sang, partiellement déchirée, qui avait manifestement été prise sur quelqu'un d'autre. Elle portait l'entête « Service des Marshals des États-Unis » et était adressée au marshal Garrett. Caroline se pencha tandis qu'Eli lisait. « William, le juge se rapproche trop. Son enquête a mis au jour les livraisons d'armes et les sites d'entraînement de la milice. Nous devons l'éliminer, lui et sa famille, avant qu'il ne puisse présenter ses conclusions à la législature territoriale. Faites passer ça pour une attaque d'Indiens ou de bandits. La petite ne doit pas survivre. Elle était dans son bureau pendant qu'il travaillait sur l'enquête et a pu voir des documents. Pas de témoins. Finissez le travail avant la fin du mois, ou toute l'opération sera compromise. » La lettre était signée des initiales qui nouèrent à l'estomac d'Ellie. S.M. Samuel Morrison, le gouverneur territorial en personne. « Ils n'ont pas tué ta famille à cause de ce que ton père avait découvert, » dit doucement Ellie. « Ils ont tué ta famille parce qu'il était sur le point de révéler un plan visant à massacrer des innocents et à voler leurs terres. » Le visage de Caroline était pâle, mais déterminé. « Combien de gens mourront si nous ne les arrêtons pas? Des centaines, peut-être des milliers. S'ils parviennent à provoquer une guerre avec les Utes, ce ne seront pas seulement les membres de la tribu qui souffriront. Tous les colons, toutes les familles du territoire seront prises au piège. » Alors que toute l'horreur du complot devenait claire, Eli réalisa qu'il faisait face à un défi presque impossible. Le gouverneur Morrison contrôlait le gouvernement territorial. Le marshal Garrett contrôlait les forces de l'ordre fédéral. Le député Pierce avait de l'influence à Washington. Comment un homme des montagnes et une fillette de 6 ans pouvaient-ils espérer exposer une corruption qui s'étendait du Colorado jusqu'à la capitale du pays? « Il y a autre chose, » dit Caroline, montrant un quatrième document qu'Ellie n'avait pas remarqué. Celui-ci était différent. Ce n'était ni une lettre, ni un registre, mais une carte montrant des emplacements à travers le territoire, marqués de symboles. Certains étaient marqués de fusils croisés, d'autres de symboles de dollars, d'autres encore de ce qui ressemblait à des pierres tombales. Des camps d'entraînement, réalisa Ellie en étudiant les symboles de fusils. Des caches de ravitaillement, ajouta-t-il en regardant les symboles de dollars. Et cela, il montra les pierres tombales avec une horreur grandissante. La voix de Caroline n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que c'est? Des sites de massacre? Des endroits où il prévoit d'attaquer des villages Utes et de faire croire que la tribu a attaqué la première? Ellie compta les pierres tombales. 7 emplacements, représentant des centaines de vies innocentes. Le dernier document était un calendrier écrit en code, mais avec des références assez claires pour que sa signification soit sans équivoque. Le premier incident
était prévu dans moins de 2 semaines. Il devait coïncider avec un rassemblement pacifique de familles Utes sur leur terre d'été traditionnelle. « Nous devons les arrêter », dit Caroline, sa voix plus forte malgré les larmes sur ses joues. « Nous devons prévenir le peuple Ute et exposer le complot. » Ellie regarda les documents étalés devant lui. Des preuves qui pourraient renverser des gouvernements et sauver des vies, mais seulement s'il parvenait à les remettre aux bonnes personnes. Le problème était d'identifier à qui faire confiance quand la corruption atteignait de si hauts niveaux. « Ton père était intelligent », dit-il en pliant soigneusement les papiers. Il savait que ces preuves ne signifieraient rien sans un moyen de les faire parvenir à des fonctionnaires honnêtes. Il devait avoir un plan. Caroline resta silencieuse un instant, puis elle sortit son médaillon d'argent et l'ouvrit. « Regarde la gravure de plus près, » dit-elle. « Pas seulement les coordonnées, mais tout le reste. » Il examina l'intérieur du médaillon sous la vive lumière du soleil. Le long du bord, presque trop petit pour être lu, se trouvait une autre ligne de texte qu'il n'avait pas vue auparavant. Denver Post. Le rédacteur en chef, Tom Wilson, est digne de confiance. Tom Wilson, dit Eli, un rédacteur en chef à Denver. Pas n'importe lequel, dit Caroline avec un enthousiasme grandissant. Papa a parlé de lui. C'est lui qui a écrit des articles sur la corruption territoriale. Papa disait que c'était l'un des rares hommes honnêtes qui restaient. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la cabane, Ellie sentit l'espoir renaître. Un rédacteur en chef aurait les ressources nécessaires pour publier les preuves et les contacts pour s'assurer qu'elles parviennent aux autorités fédérales qui ne pouvaient être achetées. Denver est à 4 jours de route d'ici, dit-il, en traversant certaines des régions les plus dangereuses du territoire. Plus dangereuses que de rester ici et de laisser ces gens commettre un massacre, rétorqua-t-elle. Elle avait raison, bien sûr. Ils avaient une obligation morale qui transcendait leur sécurité personnelle. Les preuves qu'ils transportaient pouvaient empêcher une guerre et sauver d'innombrables vies. Mais alors qu'ils se préparaient à quitter la vallée, Ellie aperçut de la poussière à l'horizon, des cavaliers approchant rapidement dans leur direction. Quelqu'un les avait suivis jusqu'aux coordonnées, et à la vitesse à laquelle ils se rapprochaient, ce n'était pas une visite amicale. « Caroline, » dit-il avec urgence, « nous devons partir, maintenant. » Alors qu'il montait Jasper et le lançait sur le sentier étroit menant vers le nord, en direction de Denver, Eli comprit que leur véritable voyage ne faisait que commencer. Ils n'essayaient plus simplement de survivre ou de trouver justice pour la famille de Caroline. Ils étaient engagés dans une course contre la montre pour empêcher une catastrophe qui remodèlerait l'Ouest américain. Derrière eux, les cavaliers se rapprochaient. Devant eux, 4 jours de voyage périlleux à travers un territoire contrôlé par ceux-là même qui les voulaient morts. Mais ils avaient quelque chose que leurs ennemis n'avaient pas. La vérité. Et parfois, si l'on était assez courageux, assez chanceux et assez déterminé, la vérité était plus puissante que toutes les armes, toute la corruption et toutes les relations gouvernementales du monde. La question était de savoir s'ils parviendraient à rester en vie assez longtemps pour le prouver. La poursuite commença pour de bon alors qu'ils quittaient la vallée, avec au moins 6 cavaliers visibles sur la ligne de crête derrière eux. Ellie poussait Jasper à fond sur un terrain qui favorisait leurs poursuivants, un terrain découvert où leur unique mule était bien inférieure aux chevaux élevés pour la vitesse et l'endurance. Mais ce qui leur manquait en vitesse, Ellie le compensait par sa connaissance intime des montagnes et l'ingéniosité désespérée d'un homme protégeant son enfant. Ils chevauchèrent tout l'après-midi et jusqu'au crépuscule, ne s'arrêtant que lorsque le souffle rauque de Jasper indiqua clairement que l'animal avait besoin de repos. Pendant une brève halte près d'un ruisseau, Caroline aida Eli à s'occuper de son bien le plus précieux. Les documents du juge Carlyle
était maintenant enveloppée dans la toile cirée et rangée dans ses sacoches, à côté de sa plus grande fierté de la guerre. « Pourquoi as-tu apporté ça ?» demanda Caroline, le regardant nettoyer et huiler soigneusement le sabre d'officier confédéré qui lui avait bien servi au col de Glorietta. « Parce que parfois, les anciennes méthodes sont les meilleures, répondit Ellie, testant le tranchant de la lame contre son pouce. Les preuves de ton père sauveront de nombreuses vies, mais seulement si nous parvenons à les livrer à Tom Wilson à Denver. Les hommes qui nous poursuivent feront tout pour nous en empêcher. » Caroline étudia son visage buriné par le temps à la lumière déclinante. « Tu penses qu'on va devoir se battre contre eux ? » « Je pense qu'ils ne nous laisseront pas le choix, » répondit Ellie en rengainant le sabre et en l'attachant à sa selle. « Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. »« Qu'est-ce qui t'inquiète alors ?» Ellie resta silencieux un instant, écoutant le son lointain des sabots résonnant contre les parois du canyon. Leur poursuivant était plus proche qu'il ne l'espérait, et la nuit tombait rapidement. « C'est le temps qui m'inquiète, » dit-il enfin. « D'après le calendrier de ton père, la première attaque contre le village Hoot doit avoir lieu dans 11 jours. Même si nous arrivons à Denver, même si Tom Wilson nous croit et publie l'histoire, ce ne sera peut-être pas suffisant pour arrêter ce qui est déjà en marche. » Caroline sortit le cheval de bois de sa poche, le tournant dans ses petites mains comme elle le faisait lorsqu'elle réfléchissait intensément. Papa disait toujours que faire ce qui est juste était plus important que de faire ce qui est facile. C'est vrai. Et il disait que parfois, une seule personne qui défend ce qui est juste peut tout changer. Eli sourit, malgré les circonstances désespérées. C'est vrai aussi. Alors, continuons. Allons porter les preuves de papa à Denver, et ayons confiance que la vérité est plus forte que les mensonges. Ils remontèrent en selle, alors que l'obscurité totale s'installait sur les montagnes, utilisant le couvert de la nuit pour distancer leurs poursuivants. Mais voyager au clair de lune était dangereux, et lorsque Jasper trébucha sur une pierre et faillit les faire tomber, Eli prit la difficile décision de camper. Ils trouvèrent un refuge dans une grotte peu profonde, à peine un surplomb rocheux, où Ellie put allumer un petit feu invisible depuis la vallée. Tandis que Caroline s'enroulait dans les couvertures, le cheval de bois serré contre sa poitrine, Eli s'assit à l'entrée de la grotte et tenta de planifier leur prochain mouvement. La route directe vers Denver les ferait passer par Copper Falls, mais c'était évidemment impossible maintenant. Morrison aurait des hommes surveillant toutes les approches de la ville. La route plus longue par la montagne ajouterait 2 jours à leur voyage, un temps qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre s'ils voulaient empêcher le massacre. Mais il y avait une troisième option, qui comportait un risque énorme, mais pourrait leur donner l'avantage dont ils avaient besoin. La vieille route minière qui traversait le canyon du Diable était traîtresse et pratiquement abandonnée, mais elle leur ferait gagner 1 jour de voyage et contournerait les zones où les hommes de Morrison s'attendraient à les trouver. Le canyon du Diable portait bien son nom. La route n'était guère plus qu'un simple rebord taillé dans la paroi du canyon, avec un précipice de plusieurs centaines de mètres d'un côté et des roches instables de l'autre. En hiver, les avalanches la rendaient totalement impraticable. Même en été, les éboulements et les crues soudaines avaient coûté la vie à des mineurs expérimentés qui tentaient d'emprunter ce raccourci. Mais c'était aussi le dernier endroit où leurs ennemis s'attendraient à les trouver. « Caroline, » dit-il doucement, la secouant pour la réveiller. « J'ai besoin de te parler de demain. » Elle s'assit aussitôt, parfaitement alerte, d'une manière qui révélait à quel point sa jeune vie l'avait déjà éprouvée. « Qu'y a-t-il » Eli lui expliqua la situation concernant le canyon du Diable, les risques et les avantages potentiels. Il lui dit honnêtement que c'était peut-être leur seule chance d'arriver à Denver à temps, mais que ce pourrait aussi être l'endroit où ils mourraient tous les deux. Caroline écouta sans l'interrompre,
ses yeux bruns sérieux à la lueur du feu. Quand il eut fini, elle garda le silence un long moment. « Si nous n'y arrivons pas, dit-elle enfin, ces familles huttes mourront, et leurs enfants ne grandiront jamais pour fonder leur propre famille. C'est vrai. Et si nous ne traversons pas le canyon, nous risquons de ne pas arriver à Denver à temps pour les sauver. C'est vrai aussi. » Caroline hocha la tête avec détermination. « Alors, traversons le canyon. » Ellie sentit une vague de fierté pour son courage, mêlée à une peur angoissante pour ce qu'il lui demandait. « Ce sera dangereux, ma chérie. Plus dangereux que tout ce que nous avons affronté jusqu'à présent. » Je sais. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit non pas le cheval de bois, mais autre chose. Un petit morceau de pierre sculptée qu'il n'avait jamais vu auparavant. Papa me l'a donné avant cette nuit-là. Il a dit que c'était une pierre gardienne, qu'elle me protégerait quand il ne le pourrait pas. Elle la tint à la lueur du feu de camp, et Eli put voir qu'elle était sculptée en forme d'ange, les ailes déployées en signe de protection. Le travail était d'une finesse exquise, le genre d'art qui témoignait d'un amour profond et d'une attention méticuleuse aux détails. « Il l'a faite pour toi, dit-il. Les anges veillent sur les gens qui essaient de faire le bien dans le monde. Même quand les choses semblent désespérées, même quand nous avons peur, nous ne sommes jamais vraiment seuls. » Et là, il songea à ses propres anges gardiens. Tommy, mort en sauvant un ami. Le juge Carlyle, qui avait tout risqué pour dénoncer la corruption. Et même Caroline, qui était entrée dans sa vie et lui avait donné une raison de se soucier d'autre chose que de sa propre survie. « Alors, faisons confiance aux anges, dit-il, et faisons-nous confiance l'un à l'autre. » Ils passèrent les heures qui restaient jusqu'à l'aube à faire les derniers préparatifs. Ellie redistribua leurs provisions, ne gardant que l'essentiel et cachant le reste dans la grotte où il pourrait le récupérer plus tard. Il vérifia et revérifia ses armes, nettoya son fusil et s'assura que toutes les munitions étaient sèches et accessibles. Caroline aidait avec une efficacité silencieuse, ses petites mains fermes enroulant les sacs de couchage et rangeant les réserves d'eau. Mais Ellie remarqua qu'elle bougeait différemment, non pas avec l'acceptation résignée d'une enfant suivant les décisions d'un adulte, mais avec la détermination résolue d'une partenaire se préparant pour une mission dangereuse. « Caroline, dit-il, alors qu'il s'apprêtait à quitter la grotte. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » « Quoi ? » ?»« S'il m'arrive quelque chose dans ce canyon, si je tombe, si je suis blessé ou pire, je veux que tu me promettes de continuer. Prends Jasper et les documents et va à Denver, quoi qu'il arrive. » Le menton de Caroline se crispa en une ligne obstinée qui l'apprenait à reconnaître. « Il ne t'arrivera rien. Promets-le-moi quand même. » « Non. » Le refus catégorique le surprit. « Non, nous sommes une famille maintenant, » dit Caroline, faisant écho à ses propres paroles prononcées il y a ce qui semblait être une éternité. « La famille n'abandonne pas la famille. S'il t'arrive quelque chose, j'essaierai de t'aider. S'il m'arrive quelque chose, tu essaieras de m'aider. C'est ce que fait la famille. » Ellie regarda cette petite fille déterminée, qui d'une manière ou d'une autre, était devenue la personne la plus importante de son monde, et il réalisa qu'elle avait raison. Ils étaient une famille au sens le plus vrai du terme, liés non par le sang, mais par le choix, par le sacrifice partagé, par ce genre d'amour qui pousse les gens à affronter l'impossible l'un pour l'autre. « D'accord, dit-il. Nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. » Ils sortirent de la grotte dans la lumière grise de l'aube, l'air de la montagne frais, promesse d'une autre journée chaude. Derrière eux,
Quelque part au loin, des hommes armés suivaient leurs traces, avec l'ordre de les tuer tous les deux. Devant eux, le canyon du diable, où un faux pas pouvait signifier la mort, et où leurs ennemis pourraient les attendre en embuscade. Mais entre ces périls se trouvait leur unique chance réelle de livrer les preuves du juge Carlyle à quelqu'un qui pourrait les utiliser pour empêcher un massacre. Parfois, lorsque les enjeux étaient assez élevés et la cause assez juste, les obstacles impossibles devenaient simplement un autre obstacle à surmonter. Alors qu'ils montaient sur Jasper et se dirigeaient vers le sentier étroit qui les mènerait dans le canyon du diable, Ellie sentit le poids du sabre de son frère contre sa jambe et la chaleur du petit corps de Caroline pressé contre son dos. Quoique le lendemain leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Le vieil homme des montagnes, qui avait fui le contact humain après la guerre, avait disparu, remplacé par un père qui remuerait ciel et terre pour protéger sa fille et honorer le sacrifice de ceux qui étaient morts en luttant pour la justice. Et si cela signifiait traverser les portes de l'enfer lui-même, alors l'enfer avait intérêt à être prêt pour eux. Le canyon du diable fut à la hauteur de sa réputation dès l'instant où ils pénétrèrent dans les 3 passages. L'ancienne piste minière s'agrippait à la paroi du canyon comme une cicatrice. À peine assez large pour les sabots de Jasper, elle s'effritait sur les bords, là où des années d'intempéries avaient usé la pierre. À leur gauche, la paroi du canyon s'élevait presque à la verticale, parsemée de roches instables qui pouvaient à tout moment se transformer en projectiles mortels. À leur droite, le vide plongeait dans une obscurité si complète que les pierres qu'on y jetait ne faisaient aucun bruit en touchant le fond. Ellie maintenait Jasper à une allure régulière, chaque pas délibéré et prudent. L'instinct montagnard de la mule leur fut d'un grand secours. L'animal semblait sentir quelle partie du rebord était solide et lesquelles étaient traîtresses, s'arrêtant parfois pour sonder un terrain incertain avant de continuer. Caroline chevauchait derrière lui en silence, mais il pouvait sentir la tension dans son petit corps alors qu'elle se serrait contre son dos. Ses bras s'enroulaient autour de sa taille et, dans sa main droite, elle serrait la pierre sculptée en ange que son père lui avait donnée. Le cheval de bois restait dans sa poche, mais l'ange gardien demeurait visible, comme si sa présence pouvait d'une manière ou d'une autre les protéger des dangers qui les cernaient de toutes parts. Ils étaient dans le canyon depuis moins d'1 heure quand Eli entendit le son qu'il redoutait tant, l'écho lointain de sabots réverbérant contre les parois du canyon. Leurs poursuivants avaient retrouvé leur piste et les suivaient dans ce piège mortel naturel. « Combien sont-ils » murmura Caroline. Ellie écouta attentivement, essayant de distinguer les sons individuels dans le vacarme résonnant du canyon. 4, peut-être 5. Ils avancent plus vite qu'ils ne le devraient sur ce terrain. Vont-ils nous rattraper? Ellie songea à mentir, à lui offrir un faux réconfort. Mais Caroline avait gagné le droit à l'honnêteté à travers tout ce qu'ils avaient partagé. Probablement. Mais nous rattraper et nous arrêter sont 2 choses différentes. Ils continuèrent, les sabots de Jasper faisant jaillir des étincelles de la pierre, alors qu'ils s'élevaient plus haut dans le canyon. La piste serpentait, suivant les contours naturels de la paroi rocheuse, et à chaque virage, Eli s'attendait à voir la sortie lointaine devant lui. Mais le canyon du diable était plus long qu'il ne s'en souvenait, et le son de leurs poursuivants se rapprochait de plus en plus. Ce fut Caroline qui repéra l'embuscade. « Ellie !» dit-elle avec urgence, sa voix à peine audible dans le vent qui hurlait à travers le canyon. « Devant, sur le rebord au-dessus de nous. » Eli suivit son regard et les vit. 2 hommes postés sur une section plus large de la piste, peut-être à 400 mètres devant, leurs fusils pointés sur eux.
Ils les avaient devancés d'une manière ou d'une autre, peut-être en empruntant un autre chemin, ou simplement en poussant leurs chevaux plus fort qu'Ellie ne le pensait possible. Ils essaient de nous prendre en tenaille, réalisa-t-il. Des hommes derrière, des hommes devant, et aucun moyen de quitter l'étroit rebord sans tomber vers une mort certaine. Mais Caroline étudiait la paroi du canyon au-dessus d'eux, avec la même concentration intense qu'elle consacrait à chaque problème. « Ellie, regarde cette partie là-haut où la roche est plus claire. On ne dirait pas l'entrée d'une grotte ?» Ellie suivit son doigt et vit ce qu'elle voulait dire. À une trentaine de pieds au-dessus de la paroi du canyon, une ombre sombre suggérait une fissure horizontale ou une petite caverne dans la paroi rocheuse. C'était presque invisible, et l'atteindre nécessiterait des compétences d'escalade que peu de gens possédaient. « C'est trop haut, » dit-il. « C'est trop dangereux. Pas pour moi. » Avant qu'il ne puisse l'en empêcher, Caroline glissa du dos de Jasper et examinait la paroi rocheuse avec des yeux experts. « Papa m'a appris à grimper quand nous allions à la montagne en vacances. Je peux y arriver. » Pas question. « Écoute, » dit-elle avec urgence, alors que le bruit des sabots se rapprochait. « Je suis petite et légère. Je peux monter là-haut avec les documents de papa et les cacher là où ces hommes ne les trouveront jamais. Même s'ils nous attrapent, les preuves seront en sécurité. » Il voulait refuser, trouver une autre solution qui n'impliquerait pas de mettre Caroline dans un danger encore plus grand. Mais la situation tactique était désespérée. Ils ne pouvaient pas avancer vers l'embuscade, ne pouvaient pas reculer devant leurs poursuivants, et ne pouvaient pas rester sur place sans être piégés. Parfois, le seul choix se situe entre de mauvaises et de pires options. « Si tu tombes, » commença-t-il. « Je ne tomberai pas. » Caroline sortait déjà la corde d'escalade de leurs provisions, testant les nœuds avec la compétence de quelqu'un qui avait été bien entraîné. « Mais si je tombe, tu continues. Va à Denver et raconte tout à Tom Wilson. » Il réalisa qu'elle retournait ses propres mots contre lui, exigeant la même promesse qu'il avait tenté d'obtenir d'elle. L'ironie aurait été amusante si la situation n'avait pas été si désespérée. « Caroline, promets-le-moi. » Les sabots étaient très proches maintenant, leur écho sur les parois du canyon rendant impossible de savoir exactement où se trouvaient leurs ennemis. Dans quelques minutes, ils seraient pris entre l'embuscade devant et la poursuite derrière. « Je te le promets, » dit Eli, détestant chaque mot. Caroline glissa les documents du juge Carlyle dans un sac en toile imperméable et le passa sur ses petites épaules. La pierre sculptée d'un ange alla dans sa poche, à côté du cheval de bois, et elle se dirigea vers la base de la paroi. « Donne-moi 5 minutes, » dit-elle. « Ensuite, fais diversion. Fais-leur croire que tu essaies de forcer le passage de l'embuscade devant. » Il la regarda commencer l'ascension, ses petits doigts trouvant des prises dans la roche qu'il pouvait à peine voir. Elle se déplaçait avec une confiance surprenante, testant chaque appui avant d'y mettre son poids, grimpant fermement vers l'ouverture sombre dans la paroi du canyon. Le premier coup de feu retentit comme un coup de tonnerre, résonnant à l'infini contre les murs de pierre. Ellie se retourna en selle et vit leurs poursuivants contourner le dernier virage. 4 hommes à cheval, armes au poing, se rapprochant rapidement. Le chef était un homme qu'Eli reconnut de l'avis de recherche dans le magasin de Morrison, le marshal Garrett lui-même, l'officier fédéral qui avait ordonné l'exécution de la famille Carlyle. Son visage était durci par le genre de colère qui vient lorsqu'on est forcé de chasser sa proie sur un terrain dangereux au lieu de simplement lui tendre une embuscade confortable. « Fin du chemin Thorne !» cria Garrett, sa voix résonnant clairement dans l'air raréfié. « Rends-nous la fille, et peut-être qu'on te laissera vivre. » Ellie sortit son colt, mais ne tira pas. Pas encore. Caroline avait besoin de plus de temps pour atteindre la grotte et cacher les documents.
Elle n'est pas là, répondit-il. Je l'ai renvoyée il y a 2 jours. On n'est pas stupide, lança une autre voix, venant d'un des hommes postés en embuscade plus loin. On la voit grimper sur la paroi. Le cœur d'Élie se serra. Bien sûr qu'il pouvait la voir. Sur la pierre de couleur claire, la petite silhouette de Caroline était clairement visible pour quiconque levait les yeux. D'autres tirs éclatèrent, certains venant de derrière, d'autres de devant. Les balles sifflaient sur les rochers tout autour d'eux, projetant des étincelles et des éclats de pierre. Jasper se cabra de peur, ses sabots luttant pour trouver prise sur les 3 rebords. Eli se battit pour contrôler la mule tout en ripostant, mais la situation tactique était désespérée. Ils étaient exposés sur la piste étroite, sans aucun endroit où se mettre à l'abri, pris au piège entre 2 groupes d'hommes armés qui avaient tous les avantages, sauf le désespoir. Au-dessus d'eux, Caroline avait presque atteint l'entrée de la grotte, mais son ascension avait ralenti alors qu'elle traversait une section particulièrement difficile, et Eli pouvait voir qu'elle commençait à fatiguer. « Descends de là, petite !» hurla Gareth. « Descends, et on en finira vite. » Caroline ne répondit pas, mais Élie vit son petit corps plaqué contre la paroi rocheuse, momentanément paralysé par la peur ou l'épuisement. Ce fut alors qu'il prit la décision qui le hanterait pour le reste de sa vie, aussi longue ou courte soit-elle. Il ne pouvait pas combattre 4 hommes armés et protéger Caroline en même temps, mais il pouvait lui acheter le temps dont elle avait besoin pour accomplir sa mission. Élie talonna Jasper droit vers l'embuscade devant lui, son sabre de cavalerie confédéré brillant dans sa main droite, tandis que sa main gauche contrôlait les rênes. C'était une charge digne de Glorieta Pass, désespérée et probablement suicidaire, mais elle atteignit son but. Toutes les armes se tournèrent vers lui. Tous les regards suivirent son assaut sauvage sur les 3 rebords. En cet instant décisif, nul ne prêta attention à la fillette qui se glissait enfin dans l'ouverture de la caverne, s'évanouissant dans les ténèbres avec la preuve qui pouvait sauver des centaines de vies. Les engins explosifs improvisés qu'Élie avait confectionnés durant leur courte halte, des charges de poudre noire et de fragments de métal, détonèrent au cœur de l'embuscade avec un effet dévastateur. L'étroitesse du défilé concentra le souffle des explosions, fauchant hommes et chevaux dans un chaos de morts et de poussière. Mais alors même que son pari désespéré portait ses fruits, Élie ressentit le choc brûlant d'une balle de fusil dans l'épaule, puis d'une seconde dans la jambe. Jasper trébucha et s'effondra, projetant violemment son cavalier contre la roche impitoyable de la paroi. Tandis que la conscience l'abandonnait, l'ultime pensée lucide d'Élie fut une prière. Que Caroline se souvienne de tout ce qu'il lui avait enseigné sur l'art de la survie, car désormais, elle était véritablement livrée à elle-même. Adossée contre la paroi au fond de la caverne, Caroline écoutait les échos des tirs et des cris qui montaient des profondeurs du défilé. Son cœur martelait ses côtes, tandis qu'elle serrait précieusement le sac de toile contenant les documents de son père. La preuve qui pouvait empêcher un massacre, si seulement elle parvenait à la porter jusqu'à Denver. La caverne était plus exiguë qu'elle ne le paraissait du bas. Il y avait tout juste assez de place pour s'accroupir, mais elle s'enfonçait plus profondément dans la roche,